Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire organisé à l'occasion de la publication des résultats annuels 2024 de la société Forsip Power. Avant de passer la parole au management de la société, sachez que vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat à l'issue de la présentation qui va être faite dans quelques instants. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant ou alors attendre la session de questions-réponses. Voilà, je vous passe la parole. Bonne présentation. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous avoir nombreux ce soir présents pour la présentation des résultats de Forsip Power pour l'année 2024 et du chiffre d'affaires du premier trimestre 2025. Nous sommes dans la configuration de présentation habituelle pour ceux qui nous connaissent. Donc Christophe Gürtner, je suis le PDG de la société et fondateur de la société. Et puis à mes côtés, comme d'habitude, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, Sophie Tricot, donc en charge des relations investisseurs, du développement durable et des affaires publiques pour le groupe. Et Franck Meyer, directeur financier. Eh bien, ce soir, nous allons vous présenter, faire une présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas encore beaucoup ou pas, une présentation de la société en quelques pages, les faits marquants de l'année dernière, les résultats de l'année 24 ainsi que le chiffre d'affaires, mais également notre stratégie et nos perspectives. Et bien sûr, nous répondrons ensuite et avec plaisir à vos différentes questions. Et je vais laisser Sophie à mes côtés vous faire la présentation de Forsip Power, de l'entreprise. Donc, Forsip Power, qui sommes-nous? Donc aujourd'hui, tout le monde parle beaucoup de la voiture électrique, mais en dehors de la voiture électrique, il y a tout un monde qui s'électrifie, et notamment les véhicules électriques commerciaux et industriels qui sont fondamentales dans la mobilité des personnes au quotidien, que ce soit pour un usage professionnel ou individuel, notamment les bus, les camions, etc. On vous présentera les marchés un petit peu plus tard. Donc nous, on est vraiment focalisé sur ce monde en dehors de la voiture électrique et on va vous expliquer pourquoi c'est particulièrement intéressant pour une entreprise comme Forsip Power. Tout d'abord, notre vision, c'est que l'avenir de la mobilité est électrique et que les constructeurs aujourd'hui ont vraiment besoin de simplifier en fait la manière d'électrifier les véhicules qui jusque-là étaient des véhicules à motorisation thermique. Et la mission de Forsip Power, c'est vraiment de démocratiser cet accès à l'électrification en proposant non seulement des systèmes, donc des systèmes de batterie qui doivent être très complets, modulaires, intelligents, et aussi toute une panoplie en fait de services et d'accompagnement de ses clients pour que ce soit bénéfique d'un point de vue performance, mais aussi d'un point de vue coût pour les personnes qui utilisent les véhicules électriques. Forsip Power a un positionnement très particulier. Vous entendez beaucoup parler de Gigafactory. Quand on entend parler de batterie, ce sont les fameuses Gigafactory qui vont produire les cellules électrochimiques. Ce n'est pas le métier de Forsip Power. Les cellules, pour nous, c'est un composant, c'est une commodité à partir desquels nous allons construire des systèmes de batterie extrêmement complexes et intelligents qui vont pouvoir servir toute une panoplie de véhicules commerciaux et industriels. Et en fait, nous, on est ce trait d'union entre les Gigafactory et les constructeurs de véhicules. Ces constructeurs, contrairement en fait aux constructeurs de voitures, ils n'ont pas des volumes en fait en millions d'unités, donc ils vont se reposer sur un expert comme Forsip Power pour développer des batteries extrêmement performantes, puisque nous, on va mutualiser en fait nos investissements pour aller servir différents acteurs du marché. La grande valeur ajoutée du groupe, finalement, chez Forsip Power, c'est certes, on ne fabrique pas la cellule électrochimique, mais à partir de cette cellule, en revanche, on va concevoir l'intégralité du système. Donc, nos ingénieurs vont dessiner, concevoir toutes les pièces qui vont composer le pack batterie et également développer tous les logiciels qui vont être finalement le cerveau et l'intelligence de cette batterie. On a des ingénieurs en électrochimie qui vont pouvoir tester, qualifier, sélectionner les meilleures cellules disponibles sur le marché,
des ingénieurs en modélisation qui vont pouvoir faire de la prédiction de performance, de vieillissement des batteries pour que celles-ci soient les plus performantes et durables possibles, des experts en sécurité, puisque la sécurité est fondamentale dans notre métier. C'est ça qui va permettre en fait de donner confiance en l'électrification des véhicules et favoriser son adoption. Donc on a des ingénieurs qui ne font que ça, s'assurer des meilleures innovations en matière de sécurité, que ce soit en matière électronique, mais sur des composants pour les systèmes de batterie. Évidemment, des équipes en électronique à la fois qui vont développer les cartes électroniques, des ingénieurs également logiciels qui vont développer tous ces logiciels. La carte électronique et les logiciels forment en fait le système de gestion de la batterie, Battery Management System, BMS. Et ça, c'est vraiment toute l'intelligence de la batterie. C'est une énorme valeur ajoutée. Et chez Forsee Power, tout est développé en interne. Et ça, c'est une grande force. On a toutes sortes de conceptions. On a des ingénieurs en mécanique qui vont concevoir les meilleures batteries pour qu'elles soient les plus résistantes possibles et aussi les plus modulaires pour s'insérer au mieux dans les véhicules. Et on a également toute une partie de gestion de la donnée où on a des ingénieurs qui vont pouvoir analyser la donnée qui est collectée dans les batteries pour pouvoir travailler avec nos clients ou les clients de nos clients, par exemple des opérateurs de transport comme Keolis, la RATP, puisque à partir des données qui sont contenues dans la batterie, nous, on va pouvoir apporter du service sur comment mieux conduire un véhicule, comment mieux le charger pour optimiser la durée de vie de ces véhicules. Donc vraiment, Forsee Power, c'est 160 ingénieurs, c'est 3 centres de recherche et développement qui sont capables et qui ont une maîtrise complète de la conception de la batterie. Christophe, je te laisse la main sur les marchés. Alors, ce métier, on l'exerce dans différents secteurs d'activité, différents marchés, différents segments que nous avons sélectionnés et qui correspondent à notre expertise. Alors, ce sont essentiellement des véhicules lourds, le marché du ferroviaire, le marché des camions, des bus, des cars, des véhicules industriels, du marché de la construction, des équipements agricoles ou des véhicules légers, spéciaux, urbains et utilitaires. Merci. Pour ces différents marchés, nous avons conçu des offres de produits faites maison. Donc, on a toute une série de briques technologiques que l'on a développées. Ces briques technologiques nous ont permis de constituer plusieurs familles de produits, la famille de produits Go, la famille Zen, la famille Pulse. Chacune de ces familles de produits sont composées de plusieurs produits avec des caractéristiques particulières. Par exemple, la famille Go, c'est une famille de produits 48 volts, pour plutôt de la basse tension pour de la mobilité légère. La famille Zen, c'est de la haute tension pour de la haute énergie. La famille Pulse, c'est de la haute tension pour de la haute puissance. Et puis, on a encore quelques déclinaisons complémentaires. C'est pour vous donner la logique. C'est-à-dire que nos clients vont, lorsqu'ils ont un cahier des charges, nous présenter le cahier des charges générique du véhicule, nous présenter le type d'usage qu'ils vont avoir pour le véhicule, le type d'énergie, d'autonomie, de puissance et d'autres caractéristiques nécessaires. Et à partir de là, dans notre catalogue, on va choisir un certain nombre de solutions qu'on va leur proposer et ces solutions, on va les adapter à leur usage, à leur véhicule particulier. Prenons un exemple. Certaines technologies qui sont, par exemple, ici, c'est un produit qui s'appelle Zen 8. C'est un produit de 8 kWh de 48 volts. Ce produit, on l'a conçu de façon à pouvoir être monté en série jusqu'à 800 volts ou monté en parallèle. Ce qui veut dire qu'on peut adapter ce produit-là à différents types d'applications. Par exemple, ces produits-là ont nos batteries, des tracteurs, c'est un Land Cruiser, un nettoyeur de rue, un petit véhicule de transport de passagers de chez Toyota, un équipement, un engin de construction, encore un tracteur, etc. Ces produits-là, développés chez nous avec différentes adaptations, vont pouvoir s'intégrer dans ces applications, en général des clients qui ont certes des volumes significatifs, mais bien sûr qui n'ont pas assez de volume pour développer leur propre batterie. Et ils vont chercher chez nous un produit catalogue adaptable qui va s'insérer dans ces différentes applications. Inversement, si on va sur la page suivante, prenez l'exemple d'un bus. Sur un bus, on va probablement avoir besoin de différentes batteries pour différents usages. Un bus, le même bus, va circuler dans une ville chaude, dans une ville froide, dans une ville montagneuse,
dans une ville compacte, dans une ville étendue. Et selon l'usage, vous allez avoir besoin d'énergie différentes. Donc, on va pouvoir chez nous obtenir différentes technologies, un produit de la famille Zen, un produit de la famille Pulse, par exemple. L'interface est commune pour le client. La techno n'est pas la même. Ça permet au client de choisir plusieurs technologies pour le même véhicule, pour plusieurs usages, mais avec un développement générique commun et avec quelques adaptations. Notre métier aujourd'hui, notre entreprise, nous avons une avance technologique significative par rapport à nos concurrents à travers la planète. Nous sommes dans ce métier-là depuis maintenant 14 ans, dans le métier du transport lourd depuis une dizaine d'années. Ça fait pas mal d'années. Donc, on a une base technologique, on est parfois à la 5e ou à la 6e génération de produits. Donc, côté technologique, nos solutions sont éprouvées, mais côté industriel également, nos solutions sont éprouvées. Nous avons une base industrielle en Chine, nous avons une usine bien sûr importante pour le marché asiatique, une base en Inde pour le marché indien. Notre usine européenne est basée à Poitiers, notre usine américaine est dans l'Ohio. Nous avons des lignes de production de plusieurs générations, on a plusieurs générations de lignes de production, donc déjà rodées, on a l'expérience, on est capable de dupliquer une ligne que l'on a développée en Chine, de la dupliquer en France, une ligne qu'on a en France, de la dupliquer aux États-Unis. Ça veut dire qu'on est extrêmement rodé sur ces différents marchés. Et puis, on peut apporter à nos clients qui sont des groupes mondiaux en général. Nos clients sont des groupes américains qui ont des usines en Europe et en Asie, des groupes asiatiques qui sont présents en Europe et aux États-Unis, etc., etc. On est capable de les accompagner sur les différentes zones, en fabriquant pour eux dans différents territoires, mais également en développant pour eux sur d'autres territoires. Je prends l'exemple d'un groupe japonais. On a des équipes au Japon qui aujourd'hui vont développer des produits avec nos clients japonais, qui eux-mêmes, par exemple, vont fabriquer en Europe. Donc tout ça, on sait le faire. On est également présent en Australie, il y a un marché important pour nous et commercialement, on est présent sur tous les pays colorés sur la carte du monde. Aujourd'hui, dans le domaine du bus, nous sommes le plus gros acteur mondial hors Chine. Nous avons équipé plus de 4500 bus électriques à jour avec nos batteries. Sur un marché nouveau comme le marché de la construction, nous équipons aujourd'hui une dizaine de fabricants et nous livrons déjà une dizaine de fabricants d'engins de chantier. Nous avons une vingtaine de clients déjà en fait, une dizaine avec lesquels on a commencé les livraisons. Là aussi, on est le premier acteur de ce marché émergent. On est le premier fournisseur également sur le marché des petits 3 roues et des petits 4 roues, utilitaires et urbains. Nous sommes 750 salariés, nous sommes présents sur les 5 continents, comme nous vous l'indiquions, et comme l'indiquait Sophie, nous avons 160 ingénieurs dans nos différents centres de recherche. Tout cela en intégrant tous les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance les plus avancés, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui un rating EcoVadis Gold, et Gold plutôt dans un classement assez élevé, et ça reste pour nous une considération importante. Alors l'effet marquant de l'année 2024 et du premier trimestre 2025, je vais laisser Sophie prendre le relais. Donc l'année 2024, elle a été marquée par l'inauguration de notre site nord-américain, qui est un site de production, qui est également le siège pour la région Amérique du Nord et qui a des capacités pour héberger également des activités de R&D à l'avenir. Ce site, il est extrêmement important, stratégique. On le voit bien aujourd'hui avec le contexte géopolitique. C'est une position qui va nous permettre de servir un marché nord-américain en étant Buy America Compliant, ce qui veut dire qu'on peut adresser désormais les appels d'offres publics pour le transport public, ce qu'on ne pouvait pas faire en livrant depuis l'Europe. Et on bénéficie également de l'IRA, même s'il y a des choses qui ont modifié, les subventions à la production demeurent et il y a certains quand même accélérateurs sur ce marché qui ont été mis en place et qui persisteront. En tout cas, le fait d'avoir cet ancrage en Amérique du Nord, aujourd'hui, on voit qu'il est extrêmement stratégique. C'est un site qui est pleinement opérationnel et on travaille d'ailleurs avec beaucoup de clients. Il y a un grand dynamisme commercial qui n'est pas encore forcément reflété dans le chiffre d'affaires, mais la dynamique est là.
Si on revient un petit peu sur les événements l'année dernière, donc il y a eu cet événement sportif que nous ne sommes pas censés citer majeur à Paris en 2024, pour lequel en fait on a équipé les voiturettes Toyota qui transportaient les athlètes, les officiels et le personnel pendant cet événement. Il y avait également les camions à hydrogène Hylico qui étaient équipés de nos batteries. On a vu aussi beaucoup de déploiements des véhicules Fiat pour les nettoyeuses de rue, et on avait donc également les bus. Donc pendant cet événement sportif à Paris, toutes les batteries Forsee Power étaient au rendez-vous. Et d'ailleurs avec Toyota, ça a été un énorme succès puisque les véhicules ont fonctionné parfaitement tel qu'ils devaient fonctionner. Depuis l'année 2025, donc on a également un bon dynamisme commercial. On en parlait. Il y a eu donc des nouveaux contrats signés, des nouvelles annonces avec notamment Bozankaya Otokar, donc 2 acteurs majeurs du bus en Turquie. La Turquie héberge des constructeurs très importants avec des volumes à venir très importants. Et donc pour nous, c'est un beau développement que d'aller vers ce pays qui relocalise davantage maintenant en Europe son approvisionnement en batterie versus un approvisionnement plutôt chinois dans le passé. Donc voilà, ça conforte notre stratégie d'avoir cette implantation en Europe et cette usine en France. On a également lancé un nouveau produit, le Pulse Plus. Donc c'est un produit qui permet en fait d'électrifier des véhicules soit à charge rapide, soit des véhicules à hydrogène, plutôt des gros véhicules. Et c'est un produit qui remporte déjà pas mal de succès. On a déjà pas mal de tests avec certains clients sur ce produit. On a également signé avec IRT en Amérique du Nord pour un projet ferroviaire. Donc là, c'est pour l'électrification de locomotives. Donc c'est un beau contrat, sachant que sur le marché ferroviaire, il y a énormément de... C'est très, très dynamique. On a beaucoup de développements commerciaux, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, mais également en Asie. Pour rappel, on a un centre de R&D qui est dédié au marché ferroviaire, situé à Lyon, avec une équipe d'une 40aine de personnes. Nous avons également annoncé notre client australien Custom Denning. On avait préannoncé l'année dernière qu'on avait gagné un client en Australie. Donc là, on a révélé, si je puis dire, son nom. Il faut savoir que l'Australie, c'est un marché qui est en train de faire sa mutation et d'électrifier ses flottes de bus. Et l'Australie, Christophe parlait d'Ecovadis à l'instant, ils sont extrêmement attentifs en fait aux aspects ESG dans le sourcing des systèmes de batterie. Et Forsee Power dans ce domaine-là est très bien placé, et notre client Custom Denning comme d'autres valorise vraiment cette performance, ce qui fait qu'on est plutôt bien positionné, et même dans des appels d'offres à venir sur l'Australie, qui a des flottes assez conséquentes. Et là, cette semaine, nous venons de lancer une nouvelle batterie, Go6, qui est une batterie en électrochimie LFP, qui est destinée à des engins off-highway, donc non routiers, de taille modérée, ou sur également des petites mobilités. C'est un produit qui est extrêmement modulaire et qui offre de très bonnes performances à la fois en cycle de vie et en coût également. Donc déjà quelques annonces pour ce premier trimestre, et nous allons poursuivre les annonces puisque il y a un bon dynamisme commercial, et vraiment sur les véhicules lourds, on va avoir pas mal de choses à annoncer dans les semaines à venir. Et nous participons en ce moment même, et je vais y aller juste après ce call, au grand salon international tout ce qui est construction à Munich, Bauma. Nous sommes présents avec beaucoup de trafic sur le stand, et qui est un salon extrêmement important avec le retour des équipes, et qui a énormément de lancements de nouveaux produits en électrification. Et donc, pour nous, c'est un événement important où nous sommes bien sûr très présents, et où nous avons lancé le Go6. Voilà les résultats de l'année 2024. C'était... Ouais. Donc, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 151,8 millions d'euros l'année dernière,
C'est le chiffre qu'on avait annoncé. On avait annoncé un chiffre de l'ordre de 150 millions d'euros à partir du 4e trimestre de l'année dernière. Donc effectivement, c'est le chiffre qu'on a atteint et qu'on a un petit peu dépassé. Alors effectivement, un chiffre qui est un peu en recul par rapport à l'année 2023, mais qui pour nous est un véritable succès, vu à la fois la baisse des prix, la baisse du marché des véhicules légers. C'est une bonne base sur laquelle que nous avons consolidé et sur laquelle nous construisons pour l'année 2025. Et en plus, c'est une année de consolidation dans laquelle nous avons réussi à atteindre pour la première fois de notre histoire un EBITDA positif, un EBITDA ajusté positif de 750 000 euros. Et d'ailleurs, l'EBITDA tout court est supérieur à ça, il est de l'ordre de 1,6 million d'euros après. Donc pour nous, on est ravis de cette performance qu'on avait annoncée, qu'on avait fixée comme objectif depuis le début de l'année dernière. Donc objectif atteint. Et donc c'est une amélioration de notre résultat opérationnel courant également de 53% et du résultat net de 57%. Donc en fait, l'ensemble des indicateurs économiques de l'entreprise ont été en forte progression pendant cette année 2024, ce qui est dans un contexte difficile est pour nous une véritable performance. Si on regarde la répartition donc de notre chiffre d'affaires sur ces 151 millions, vous voyez que la partie véhicules légers est en recul proportionnellement et en valeur par rapport à l'année dernière. Effectivement, sur les véhicules légers, pour nous, c'est du scooter, c'est du petit 3 roues. Sachez que le marché du scooter électrique n'est pas un marché qui se développe réellement. C'est un marché qui est en souffrance. Vous voyez bien en Europe, ce marché ne décolle pas vraiment. Il a plutôt été phagocyté par le marché du véhicule électrique. Et puis, par ailleurs, sur le marché du 2-3 roues en Asie, c'est plutôt un marché pour le moment relativement bas de gamme, dans la mesure où les constructeurs haut de gamme qui dominent le marché, en fait, qui sont les leaders du marché, qui sont les groupes japonais, pour le moment n'ont pas encore basculé à l'électrique. Sur le marché en termes de répartition sectorielle, géographique, vous voyez que la France représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires, le reste de l'Europe 78%, l'Amérique du Nord représente 9%, et pour le moment, l'Asie ne représente que 2% de la facturation. Mais en termes de projets, l'Asie et les États-Unis, en nombre de projets traités actuellement, est en forte progression. Page suivante. Franck, à toi. Oui. Merci Christophe. On va rentrer un petit peu dans le détail de ce compte de résultats. Donc, comme Christophe vous l'a annoncé, donc, le chiffre d'affaires, on ne revient pas dessus. L'EBITDA ajusté positif pour la première fois de l'histoire du groupe, avec un certain nombre d'éléments extrêmement positifs malgré le retrait du chiffre d'affaires. Donc déjà une forte amélioration de nos marges et de nos process industriels. Donc une optimisation de notre efficacité et une amélioration de nos marges qui est liée principalement à la baisse des composants qui rentrent dans la fabrication de nos produits. Nous avons également maîtrisé nos frais de structure. C'est quelque chose que nous suivons de façon extrêmement précise. Tous ces éléments positifs ont permis d'améliorer notre EBITDA et de ressortir avec un résultat opérationnel courant en très forte amélioration de 53%, donc une amélioration en valeur de 12,4 millions par rapport à 2023. Un résultat financier qui est un peu spécifique cette année. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais nous avons des bons de souscription d'actions qui ont été émis et qui sont valorisés à leur juste valeur. Donc, comme le cours de l'action a baissé entre 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, ça a un impact positif sur notre résultat financier. Donc, ce n'est pas, on l'espère pérenne en tout cas. Et donc, un résultat net consolidé qui, lui, s'établit en hausse de 57% par rapport à 2023. Sur les flux de trésorerie, alors des éléments extrêmement importants sur les flux de trésorerie, je sais que c'est un sujet évidemment
hautement stratégique pour le groupe. Comme vous pouvez le voir, la trésorerie, bon, évidemment, s'est établie on a consommé du cash cette année. L'année dernière, en 2023, on avait un effet de base qui était un petit peu spécifique puisqu'il y avait une augmentation de capital de 49 millions qui avait été réalisée au mois de mai. Mais l'élément extrêmement important, c'est de noter que la trésorerie d'exploitation est positive pour la première fois de l'histoire du groupe. Donc, elle s'établit à plus 9,6 millions d'euros. Donc, une nette amélioration par rapport à 2023 de 36,9 millions en valeur. Les investissements, on a 20,4 millions cette année, 20,4 millions qui se décomposent de notre éternel effort en innovation, toujours autour de 11 à 12 millions d'euros, 12 millions plus précisément en 2024. Le reste, c'est la fin de notre programme d'industrialisation, donc c'est la fin de notre investissement aux États-Unis, qui représente les plus des 2/3 des investissements en immobilisation corporelle tangible. Voilà, donc le reste, c'est du CAPEX de maintenance. Et donc, on s'établit à 20,4 millions sur les investissements. Et sur le financement, il y a essentiellement le remboursement de nos dettes existantes qui reste relativement maîtrisée, puisque notre dette nette retraitée de l'IFRS 16 s'établit au 31 décembre 2024 à 41 millions versus 47,5 millions de fonds propres. Voilà. Donc, pour conclure, ce qu'il faut vraiment noter sur cet exercice 2024, c'est une consommation de cash en forte réduction de pratiquement moins de 34 millions entre les deux exercices. Peut-être tu peux parler aussi de la dette sur le premier trimestre. Ah oui, alors c'est vrai que tout à fait, Sophia a raison, effectivement 5,4 millions à fin 2024, c'est notre situation de trésorerie. Il faut savoir que cette situation de trésorerie s'est stabilisée sur le premier trimestre, elle-même légèrement améliorée. Et nous avons, et vous le verrez dans notre communiqué de presse, mis en place, déjà réalisé un certain nombre de financements, notamment un financement avec des banques, à la fois des financements en Chine et des financements avec un pool bancaire en France, qui apporte évidemment du financement de working capital pour le groupe. Et nous sommes en train de mettre en place des financements très spécifiques, notamment sur l'innovation, pour financer à très long terme notre innovation et nos efforts de recherche et développement, qui sont pour l'instant financés que par le crédit impôt recherche et par quelques subventions. Donc tout ça permet de s'assurer à moyen terme de la pérennité et continuer le développement du groupe. Voilà, ça c'est un élément effectivement extrêmement important. Vous aurez tous les éléments dans le communiqué de presse plus en détail. Alors, le chiffre d'affaires du premier trimestre s'établit en retrait. Alors, il y a un effet de base, clairement. Il y a un effet de base. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 était le chiffre d'affaires record du groupe. Mais il faut avoir en tête que si vous faites la moyenne des chiffres d'affaires de 2024 et vous comparez ça au premier chiffre d'affaires, au premier trimestre de 2025, on est dans la moyenne. Donc, on a un effet de base particulièrement défavorable sur ce premier trimestre. On est au-delà des trois trimestres précédents. Ouais, quasiment. Même si on prend le quatrième, on est quasiment au même niveau. Alors que le quatrième était extrêmement élevé. Donc voilà, donc ça c'est un élément important. On voit évidemment le retrait continu des véhicules légers et les véhicules lourds. Bon, c'était vraiment un trimestre exceptionnel en 2024, donc un effet de base qui nous est défavorable. On a une bonne visibilité sur T2 qui nous permet d'envisager un S1 tout à fait satisfaisant. Et je laisse la parole à Christophe pour conclure. Pour cette année 2025, 3 axes importants. D'abord, c'est bien sûr un recentrage ou un centrage, focus sur nos marchés stratégiques. L'Europe, vous l'avez vu, représente 78% de notre activité. L'Asie, qui est en très forte croissance en nombre de projets. On parle de l'Australie, qu'on parle du Japon, de la Corée ou de l'Inde, l'Asie. Et bien sûr, les États-Unis. Et les États-Unis, aujourd'hui, notre base industrielle est établie, notre usine est en place, les investissements sont faits. Nous sommes Buy America,
compliant, donc prêt pour répondre à toutes les contraintes réglementaires, législatives et toutes les demandes des clients américains. Donc ça, c'est pour le centrage géographique. Bien sûr, également en termes le deuxième segment, c'est la focalisation sur les véhicules lourds. Vous l'avez vu, les véhicules lourds, c'est plus de 80% de notre activité. Les véhicules lourds vont se développer encore plus. C'est ce sur quoi, c'est les marchés qui se développent le plus, c'est là où notre activité se développe le plus, c'est là où notre offre est également la plus pertinente, c'est là où nous gagnons le plus de clients, que ce soit dans le domaine du bus, du camion, de la construction, du domaine minier ou dans le domaine ferroviaire. Donc, c'est vraiment une concentration de nos efforts sur ces marchés-là, avec une diversification du portefeuille client à l'international. Et bien sûr, une offre enrichie et durable. Nous lançons toute une série de nouveaux produits en permanence. Pour nous, la technologie, c'est notre ADN. On développe en permanence de nouveaux produits. On ne relâche pas notre effort de R&D. On vient de lancer un nouveau produit hier, pour le marché de la construction. On a lancé il y a quelques semaines un marché qui est plus dédié aux véhicules lourds dans des gammes haute puissance pour le minier, pour l'hybride par exemple. Avec des fonctionnalités enrichies, fonctionnalités dans le domaine par exemple de la cybersécurité, de la maintenance prédictive, préventive, etc. Donc voilà nos axes principaux de travail pour l'année qui vient. Ces 3 axes, mais en réalité ces 3 axes, il y a toute une série de sous-objectifs extrêmement prenants pour nous et pour l'année qui vient et pour les années qui viennent en fait. Voilà, on a fait un peu le tour de la présentation que l'on voulait vous faire et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci à tous les trois. Il y a pas mal de questions sur les droits de douane récents et l'impact, mais je crois que ça a été assez commenté sur justement le site de production américain. Quel impact pour justement l'usine liée à l'importation des cellules depuis la Chine? Si vous voulez, aujourd'hui, d'abord, il n'y a pas vraiment de cellules, ou très peu de cellules faites aux États-Unis et de cellules compétitives. Aujourd'hui, effectivement, il y a des droits de douane excessifs qui sont de l'ordre de plus de 100% depuis hier. La Chine a répondu à ça. On ne pense pas que les droits de douane vont rester à hauteur de 100%. Le niveau de sanctions générales pour le marché américain serait tellement terrible que c'est en fait pas tenable pour eux. Pour nous, les États-Unis aujourd'hui représentent quelques petits pourcents de notre activité. Donc, le risque de perdre beaucoup on n'est pas un risque, mais au contraire, on est même avec 50% de taux de douane durable sur les produits chinois par rapport à ce qui est fait localement, on est encore compétitif. Et puis, bien sûr, si des produits sont faits localement, comme nous sommes en place, nous sommes les premiers gagnants du développement de la chaîne, de la supply chain, de la chaîne de valeur sur le territoire américain. Et je le disais tout à l'heure, le marché aujourd'hui est peut-être incertain, mais beaucoup de projets d'investissement aux États-Unis ont été arrêtés. Nous, on est sur place et lorsqu'il y a de la demande, elle vient chez nous. Donc, je veux dire, le marché américain, pour nous, effectivement, comme pour tout le monde, est à court terme un dilemme, mais on est extrêmement bien placé dans ce dilemme. Très clair, merci. Est-ce que le ralentissement du marché de l'électrification et la baisse du prix du pétrole, ça modifie, selon vous, la vitesse de montée en puissance de l'électrification de la mobilité? Alors tout d'abord, en termes de nombre de projets, de conversion de véhicules vers l'électrique, on ne sent nous aucun ralentissement. Au contraire, on a un encours de projets significatifs dans le monde entier. Aujourd'hui, on réfléchit moins quand on fait de l'électrique en termes environnementaux, c'est vrai, et on réfléchit beaucoup plus en termes d'avantages produits pour l'utilisateur, pour l'acheteur et pour l'utilisateur. Donc, est-ce que le véhicule est moins cher? Et bon, dans beaucoup de cas, parce que la durée de vie de batterie est extrêmement longue, le coût des batteries a baissé. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le TCO, le coût total de possession et d'exploitation du véhicule électrique, est inférieur
aux véhicules thermiques, même avec la baisse du prix du pétrole, La deuxième chose, c'est que souvent, en termes de maintenance, c'est plus facile d'utiliser un véhicule électrique. L'expérience le montre très, très fortement. Et puis, il y a le confort d'utilisation, hein, que ce soit un bus, que ce soit un véhicule particulier aussi, d'ailleurs, hein, même si on n'est pas dans ce domaine-là, mais que ce soit un bus, un engin de construction, par exemple, électrique par rapport à thermique, pour l'utilisateur, c'est un énorme confort. En termes de pollution, c'est un énorme confort à la fois pour l'utilisateur et pour l'environnement. Et ces sujets-là, aujourd'hui, sont les éléments déterminants qui font que les projets d'électrification s'accélèrent. Enfin, il y a un point important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de challenger à l'électrique avec la batterie. Pendant un moment, on s'est dit, il y a le gaz, c'est fini. Pendant longtemps, pendant quelques années, à 3, 4 ans, 5 ans, c'est l'hydrogène. Les projets d'hydrogène sont, dans leur écrasante majorité, arrêtés ou repoussés à une date inconnue, j'allais dire. Donc pour nous, aujourd'hui, les conditions de développement durable de notre marché, au-delà de l'incertitude à court terme, qui est effective, mais tous les éléments de fond de développement de notre marché sont là. D'accord. Est-ce que vous pourriez préciser sur votre technologie, en fait, sur quoi reposent vos avantages concurrentiels, notamment par rapport aux compétiteurs américains? Alors, par rapport aux concurrents américains, j'allais dire c'est le plus facile, hein. Ils sont pas très nombreux, ils sont pas très mûrs, ils sont assez nouveaux, ils ont pour le moment relativement peu de technologie, ils sont pas mal en retard. Donc, par rapport aux concurrents américains, on est pour l'essentiel en avance, d'abord en termes de coûts, très très largement. On est en avance sur eux, parce qu'on a plusieurs générations de produits, on a des produits beaucoup plus solides, plus de fonctionnalités. On a une base installée de produits un petit peu partout. Les Américains ont peut-être pas le 10e de ce que l'on a. Donc vraiment, les Américains, la question, c'est plutôt quelle est la taille du marché américain. Mais par rapport aux Américains, on a véritablement un avantage. Ensuite, se pose la question par rapport aux Européens. Par rapport aux Européens d'aujourd'hui, dans nos différents segments de marché, le plus gros acteur, ce qui veut dire et on gagne beaucoup de clients, ce qui veut dire que visiblement, que ce soit en termes de performance, de sécurité et de capacité industrielle, on a des produits à la fois solides et avec une roadmap et qui sont extrêmement attractifs. Par rapport à nos concurrents asiatiques, j'allais plutôt dire que par rapport à nos concurrents chinois, là c'est un autre débat. Les Chinois, en termes de volume, ont des volumes beaucoup plus conséquents que les nôtres, ont des produits compétitifs, effectivement, probablement souvent avec moins de fonctionnalités que nous, mais des produits compétitifs. En général, les Chinois vendent à des constructeurs chinois, les fabricants de batteries chinois, à des constructeurs chinois. Donc, l'industrie chinoise est très verticalisée et l'industrie chinoise et nos concurrents chinois sont en général concurrents de nos clients plutôt que d'être concurrents directement de Forsee Power. Et quelques questions sur l'activité, niveau d'activité en 2025. Est-ce que vous donnez une projection sur votre chiffre d'affaires 2025 ou une autre question, et comment voyez-vous l'évolution du chiffre d'affaires entre le T1 et le T2? Alors, cette année, en 2025, on a eu un T1 là, qui est en reprise par rapport aux 3 trimestres précédents, hein. Donc ça, on vous l'a déjà dit. On a de très bonnes perspectives de T2. On a une très bonne visibilité sur T2 en croissance, hein, en croissance significative. Mais on a, du fait de la situation globale aujourd'hui, malgré cette activité très forte, peu de visibilité sur la suite de l'année. Mais on est dans la même situation qu'absolument tout le monde, hein. Donc, forte activité, forte perspective sur le T2, peu de visibilité de manière générale. Et donc là, on a besoin de sortir un petit peu du brouillard et du bruit général qu'il y a sur les marchés, mais sur tous les marchés, hein, pas que sur notre marché. Quel niveau d'investissement anticipez-vous pour cette année 2025? Je vais laisser Franck répondre. 2025, on va avoir notre éternel effort d'innovation et de R&D, donc qui devrait être autour de 12 millions d'euros à peu près. Et on prévoit en CAPEX, qui sont principalement des CAPEX de maintenance, voire quelques
quelques petits investissements, mais autour de 5 millions, donc 17 millions à peu près sur l'année 2025. D'accord. Quelques questions sur l'évolution du cours. Je vais peut-être en prendre qu'une seule, mais comment et pourquoi, avec toutes ces bonnes nouvelles et ces perspectives, le cours de bourse a baissé par rapport au moment de l'introduction en bourse et votre dernière augmentation de capital? Est-ce que vous pouvez faire on a une centaine de personnes en ligne. On aimerait avoir nous-mêmes une réponse par rapport à ça. On est assez perturbé par à la fois par notre performance dans notre industrie. On dénote par des performances bonnes dans notre industrie. On est reconnu comme étant un leader dans notre industrie au niveau mondial. Tout le monde nous a plutôt tendance à nous féliciter pour ce que nous faisons, et nous avons un cours de bourse effectivement qui ne reflète pas du tout ça, et on cherche la recette pour faire passer les messages en réalité. Mais évidemment, nous avons un cours qui est très décalé, très décalé par rapport à la réalité opérationnelle de l'entreprise. On a souffert aussi pas mal de changements de stratégie en fait de certains fonds qui avaient investi sur des valeurs ESG et liées à l'électromobilité, qui vont vraiment un petit peu changer de braquet, qui sont plutôt reportés vers des valeurs plus traditionnelles. Et évidemment, il y a toujours un effet boule de neige quand il y a des volumes comme ça qui sortent. Malheureusement, c'était un peu le cercle vicieux, mais on voit qu'aujourd'hui, ça a aussi créé un petit peu plus de liquidité sur le titre. Donc, ça va redynamiser pour la suite. On est confiant par rapport aux annonces qu'on a faites aujourd'hui et qu'on fera dans les mois à venir que la situation évoluera. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez rappeler d'où se fait le sourcing des cellules de batterie? Le sourcing se fait principalement 3 pays, la Chine, la Corée et le Japon. Nous n'avons aujourd'hui pas de source européenne et pas de source américaine. Il y a des projets de sourcing en Europe, il y a des projets de sourcing aux États-Unis, mais ces projets européens et américains ne sont pas mûrs. Peut-être de préciser, pour certains qui nous connaissent moins bien, que les cellules en fait, que nous utilisons sont différentes des cellules que vous allez trouver dans une voiture électrique, puisque on va avoir besoin de spécificités techniques plus exigeantes que pour la voiture individuelle. C'est des usages intensifs sur lesquels nous travaillons, pas des usages grand public tels que observés dans les voitures particulières. Alors, une question sur le rétrofit. Est-ce que c'est un marché significatif pour Forsee Power? Alors, ce n'est pas encore un marché significatif, mais c'est un marché sur lequel nous travaillons de façon significative, dans lequel nous avons des clients en Europe et en Amérique du Nord, principalement dans le domaine du bus, mais également un petit peu dans le domaine du camion. Le secteur est en train de se professionnaliser. Et nous avons en face de nous des entreprises un petit peu plus grandes que ce qui a été la situation les 2-3 dernières années. Aujourd'hui, on a des commandes en France, on a des commandes dans plusieurs pays européens, significatives en Angleterre et également un petit peu aux États-Unis. Et ça va s'accroître en 2020, pendant l'année 2025 et encore plus en 2026. Donc, on pousse dans cette direction-là. Il y a des personnes qui travaillent spécifiquement sur ce secteur, sur ce marché. Et sur le marché du ferroviaire, est-ce que vous avez des perspectives intéressantes qui se dessinent? Oui. Aujourd'hui, dans le domaine du ferroviaire, alors les cycles sont plus longs, mais dans le domaine du ferroviaire, nous sommes en projet avec les grands noms européens, asiatiques et américains du matériel ferroviaire. Pour à la fois des trains régionaux, des locomotives de fret, et également pour des engins, ce qu'on appelle le shunting, en français, je sais pas, c'est plutôt les trains de travail et les trains pousseurs ou les trains de gare de triage, etc. Ou les trains de réparation de voies, de maintenance de voies.
Alors, on a une autre question. Est-ce que vous avez identifié des segments qui vous permettraient d'augmenter votre présence comme fournisseur et augmenter la récurrence des revenus et des marges, des segments sur lesquels vous ne seriez pas encore présent? Oui, effectivement. Alors, il y a des secteurs sur lesquels on se dit on lève un peu le pied, puis il y a d'autres secteurs sur lesquels on va peut-être mettre un petit peu plus l'accent. Notamment, je vous parlais tout à l'heure, au gré de la présentation de secteurs comme le secteur minier. Par exemple, le secteur minier, et d'ailleurs là, à Bauma, en Allemagne, ça va être une des grandes thématiques. Dans les mines, c'est de très très gros camions. C'est des camions sur lesquels, lorsque vous l'électrifiez, c'est quasiment 1 mégawattheure de batterie, c'est-à-dire que c'est autant ou plus que sur un train. Ce secteur-là est en train de s'électrifier à grands pas. On a des produits vraiment très spécifiques et totalement adaptés au secteur minier. Donc, par exemple, ça, c'est un nouveau secteur auquel on s'attaque par la force des choses. À la fois, nous, d'une manière très moteur vers ce marché-là, mais aujourd'hui également par les constructeurs de matériel qui, beaucoup, viennent vers nous. Alors, c'est du neuf, hein, c'est du matériel neuf, et également, et j'en rejoins la question précédente, beaucoup de rétrofit dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez en dire davantage sur le secteur maritime, drone portuaire, ferry et autres shotsi? C'est beaucoup, hein. C'est maritime, drone, portuaire, c'est des choses différentes. Maritime, drone, portuaire. Ouais, ok. Je commence par le portuaire. Le portuaire, chez nous, ça rentre dans la catégorie off-highway. Donc, c'est des véhicules, c'est un genre de camions, de tracteurs pour des distances relativement courtes sur des zones fermées. On travaille là-dessus. C'est un sous-segment du sous-segment du secteur du off-highway, du marché chez nous du non-routier. Donc, effectivement, on y travaille déjà, hein, et on a des projets dans le domaine. De la même manière, j'allais dire l'aéroportuaire. L'aéroportuaire, vous ne l'avez pas mentionné, mais c'est également un autre domaine dans lequel il y a pas mal de matériel pour pousser, tirer les avions ou les bagages ou d'autres équipements d'aéroport. Ça aussi, c'est un marché sur lequel nous travaillons maintenant. Ensuite, le maritime, c'est un secteur dans lequel on avait un petit peu levé les pieds parce que la plupart des projets étaient un peu en dehors de notre zone habituelle de travail, qui était beaucoup l'Europe du Nord, la Scandinavie. Et puis, c'était un domaine également où le nombre de projets, surtout pour les gros bateaux, c'est ce qui nous intéresse, était moins important que prévu et demandait beaucoup d'efforts, d'intégration et d'engineering, beaucoup de ressources. Il nous semblait que le payback entre les efforts consacrés et les revenus, les revenus générés nous a fait lever le pied pendant un bout de temps. Aujourd'hui, on est en train, de façon peut-être un peu opportuniste, de regarder à nouveau ce secteur, peut-être avec des partenaires, en partenariat avec des entreprises qui pourraient un peu nous soulager la tâche de l'intégration. Et puis les drones, alors là on rentre, j'allais dire, je ne parle pas du petit drone commercial de loisirs, mais du drone militaire, oui, effectivement. C'est un secteur que l'on regarde activement en ce moment. Au niveau de votre trésorerie, on a une question qui est la suivante. Est-ce que vous allez avoir besoin de relever du capital dans les 2 années qui viennent? Est-ce que vous prévoyez de construire une nouvelle usine? Alors, construire l'usine, niet, strictement pas. Non. Comme on l'a dit, le programme d'investissement lourd est terminé, clairement. Donc là-dessus, il n'y a plus de sujet. On travaille pour l'instant à des solutions de financement. On a travaillé depuis maintenant 1 an sur les solutions de financement, d'amélioration de financement de notre working capital, hein, puisque c'est en 2023, là où on n'avait pas de financement working capital, c'est ce qui nous a coûté énormément de cash. Donc on essaye et on met en place surtout des outils pour cela. Après, on travaille également, comme je vous l'ai dit, sur du financement de l'innovation. C'est de l'innovation très long terme. Est-ce qu'on devra refaire une augmentation de capital dans les années qui viennent? Sûrement, oui.
Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur sur le prix de vente des packs bus et sur le off-highway? Sur les packs bus, j'allais dire un prix, alors ça dépend vraiment du véhicule, hein. On va dire je vais donner un prix moyen, c'est à peu près 100 000 € le bus électrique. À peu près 100 000 €. C'est à peu près sur l'off-highway. Alors là, c'est un marché extrêmement varié. Il y a tellement d'applications et de produits différents. Ça peut aller du petit véhicule à 30, 40, 50 kWh à des centaines de kWh. Donc, la gamme de prix est vaste. C'est vraiment le petit excavateur de 2-3 tonnes. Vous allez mettre 20, 30 kWh dessus sur un gros excavateur. Ça va être 200, 300, 400 kWh. Donc, ça va aller de peut-être 15 000 € à 100 000, voire plus que ça, 200 000 € en fonction de la technologie que vous allez utiliser. Et ça va aller encore plus loin que ça sur un camion minier, par exemple. Très clair. Je crois que vous avez une contrainte. En tout cas, merci. Il y avait près de 100 participants, donc toutes mes excuses si on n'a pas pu prendre l'intégralité des questions ce soir. N'hésitez pas à nous les adresser dans un second temps. Et je vous laisse peut-être conclure ce webinaire de présentation des résultats annuels. D'abord, merci d'être aussi nombreux sur ce webinaire. J'espère qu'on a pu vous transmettre le fait qu'on a une activité à la fois solide, extrêmement dynamique, avec une reprise, une présence mondiale et puis si je pars précipitamment, c'est que les clients nous attendent, on a besoin de capter leurs projets, de satisfaire leurs attentes et d'aller beaucoup plus loin. Avec votre soutien, bien évidemment. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir.